Alors bonjour à tous. Pour poser les jalons de cette table ronde sur la transformation numérique des secteurs de la banque et de l'assurance, on va accueillir Sandra Sancier-Sultan, qui est directrice associée senior chez McKinsey et responsable des activités banque et assurance pour le bureau de Paris. Elle va nous décrire les grandes tendances, opportunités et faire un état des lieux de ce bouleversement. Merci Aude, merci pour votre introduction. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour partager quelques faits et convictions. Alors d'abord, en commençant par ma conviction, j'ai la conviction profonde que le numérique pour les services financiers, c'est une révolution. Ce n'est pas une évolution, c'est une vraie révolution. Et c'est une évolution qui est résolument en marche dans de nombreux pays, mais également en France, avec peut-être un sujet de questionnement pour ma part qui est va-t-on assez vite pour suivre cette révolution, puisque ce que je vois, c'est aujourd'hui une révolution où les clients, et notamment parmi les clients particuliers, ont pris de vitesse les entreprises qui les servent, et à savoir nos banques et nos assureurs. Alors quelques chiffres pour illustrer ce propos. Alors j'espère que la technique va me suivre. Alors, ça n'a pas l'air de marcher. D'accord, c'est le bon bouton. Merci beaucoup, monsieur. Alors, quelques chiffres pour illustrer ce propos de clients qui sont aujourd'hui déjà résolument numériques. On a aujourd'hui 86% des contacts entre des clients particuliers et la banque qui s'effectuent via le canal numérique, alors que dans le même temps, seuls 12% des Français ouvrent leur compte en ligne en 2014. De la même façon, quand on regarde un peu ce qui se passe sur le marché français par rapport à ce qui se passe dans d'autres marchés, prenons le cas de l'épargne, vous voyez que dans l'épargne, on a moins de 2% des dépôts qui sont aujourd'hui faits par le consommateur français auprès de banques directes, alors que c'est 4 fois plus élevé en Allemagne, qui est lui aussi pourtant un marché relativement traditionnel. Si on se tourne vers le marché de l'assurance automobile, c'est encore plus criant. On a aujourd'hui 6% de part de marché des assureurs directs en France, là où on est à 75% de part de marché pour les assureurs directs au Royaume-Uni. On va être à 33% aux Pays-Bas, 19% en Italie, 13% en Allemagne. Encore marché très comparable et même beaucoup plus traditionnaliste que le marché français. Donc des clients qui, eux, sont en marche parce que notamment leurs attentes sont beaucoup structurées parce qu'ils vivent dans d'autres univers que la banque et les services financiers, mais dans le même temps, une offre sur le marché français qui n'est pas toujours à la hauteur de leurs attentes. Cette révolution numérique, qu'est-ce qu'elle prend comme forme concrète par rapport à notre industrie des services financiers ? Tout d'abord, une première transformation importante qui est l'entrée de nouveaux types d'acteurs. Alors, ce que vous voyez, je vais à chaque fois illustrer d'une part ce qui se passe à l'international et puis d'autre part vous poser des questions que vous discuterez ensuite avec des acteurs sur ce qui peut être le pendant en France. Donc de nouveaux entrants avec des choses très intéressantes qui se passent. La première, ce sont des entrants non bancaires qui réinventent certains morceaux du marché bancaire. Donc je pense que beaucoup d'entre vous dans cette salle êtes familiers avec Apple Pay, qui est le système de paiement lancé aux États-Unis par Apple, avec à la fois une expérience client fondamentalement transformée, mais aussi une expérience économique, si vous me passez l'expression, donc un coût pour le consommateur final qui lui aussi est significativement diminué. Apple Pay a annoncé un peu plus tôt cette semaine qu'il lançait le même dispositif au Royaume-Uni. Les conditions économiques sont très différentes dans les paiements en Europe continentale
Donc on n'est pas sûr que ça puisse être qu'on puisse répliquer exactement le même modèle, mais je trouve intéressant de regarder comment en fait on a des nouveaux entrants type Apple qui peuvent réellement changer la donne. L'exemple que vous avez un petit peu en bas, c'est Google. Google comme comparateur d'assurance. Vous voyez l'écran de leur comparateur aux États-Unis. Ils sont également comparateurs d'assurance en Angleterre, avec un double effet qui se coule là aussi, si vous me passez l'expression, c'est que Google, non seulement peut être très puissant dans ce métier de la comparaison, mais d'autre part, ce faisant, attaque son principal client. Les assureurs sont de très très gros clients de Google comme annonceur. Donc des nouveaux entrants non bancaires. Et puis un dernier exemple qui est T-Mobile, qui est à la fois un entrant non bancaire, puisque c'est un acteur télécom, mais qui transforme complètement le business model et du coup ouvre un nouveau marché. Qu'est-ce qu'a fait T-Mobile? T-Mobile est le leader aux États-Unis du prépayé dans les services télécoms. Et T-Mobile a lancé une offre pour cibler les personnes qui aux États-Unis n'ont pas accès à la banque, ce qui est environ 70 millions d'individus, et propose une carte de paiement, une carte donc Visa, prépayée, avec un système de gestion. Vous savez que les chèques sont très nombreux également aux États-Unis, avec un système d'enregistrement des chèques uniquement par téléphone. Et c'est un succès, c'est un très bon démarrage. Quand on regarde le parallèle en France, on commence à avoir un foisonnement de fintech pour certaines. Un foisonnement donc avec Prêt d'Union que vous connaissez sans doute très bien, qui est une plateforme de peer-to-peer. Finexcap dans le domaine plutôt des entreprises, Meilleur Taux qui est un comparateur. Mais la question, je trouve, qui peut se poser, c'est d'abord, est-ce qu'on a le même niveau d'innovation en France? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire pour les acteurs du secteur? Deuxième type de révolution, l'expérience client. Celle-là, je la trouve absolument fascinante. Parce qu'on n'est pas en train de remplacer, on est en train d'enrichir. Et potentiellement de transformer, du coup, la nature de la relation que nos intervenants bancaires ou assureurs ont avec leurs clients. Vous avez l'exemple de Commonwealth Bank qui a complètement réinventé l'expérience du client quand il est à la recherche de sa maison, en utilisant de la réalité virtuelle, en utilisant des tas de liens avec de bases de données externes, mais il vous permet de vous promener dans la rue et de voir quelles sont les maisons à acheter, les appartements à louer, combien ça coûte, etc. Crédit Suisse, banque privée très connue, qui transforme complètement votre expérience avec à la fois des moteurs très intelligents de conseils financiers, mais également un accès à un conseiller directement à distance, le conseiller pouvant également jouer avec votre écran et vous conseiller par rapport aux simulations que vous avez faites. Nous avons en France, je crois, beaucoup d'éléments, nous n'avons pas à rougir d'innovation. Amélie vous parlera sans doute après de Soon, qui est donc la banque mobile d'AXA Bank, qui change incroyablement l'expérience client puisque propose une gestion de projet fondamentalement. Ou encore Crédit Mutuel Arkea, qui a annoncé le test de balise permettant de reconnaître le client qui, grâce à son téléphone portable, donc de reconnaître un client qui passe la porte d'une agence de façon à l'accueillir encore mieux et de façon encore plus personnalisée. Donc pour moi, un domaine de changement, d'enrichissement et potentiellement de déplacement de l'expérience client. Troisième dimension, c'est les nouvelles offres de produits et de services. Là, je vous ai indiqué, et là, nouveau, avec cette dimension de comment est-ce qu'on peut réinventer, enrichir, déplacer l'univers des services financiers. Donc, je vous ai mis l'exemple de iGuarantee ou e-Guarantee, qui est une banque turque extrêmement innovante et qui, comme elle a un positionnement d'être l'accompagnateur de ses clients pour la gestion de leurs finances, en fait, a mis en place un géomarketing, une géolocalisation et tout un système de bons plans pour les clients en fonction de là où ils se déplacent. Et donc, devient vraiment le partenaire de ses clients dans la gestion, non pas uniquement de leurs finances, mais également de leurs bons plans, de leurs achats, etc.
Alors, je vous ai mis également l'exemple de Chase qui a généralisé quelque chose qui pourrait être vraiment particulièrement d'actualité pour nous, qui est l'enregistrement des chèques par photo. Hein, techniquement, c'est absolument faisable. C'est ensuite une question de législation. Et puis, le parallèle en France, j'ai choisi Marie Cantier qui ouvre à des personnes qui n'y avaient pas accès des ETF et des types d'investissements à des prix tout à fait raisonnables, ou encore AXA Drive, qui permet là aussi de passer d'un assureur à être un coach de conduite pour ses clients. Quatrième dimension très importante dans le secteur financier, c'est celui des décisions mieux éclairées. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Le numérique, en fait, permet de gérer des données à une échelle inconnue jusqu'à présent. Si je vous pose la question de savoir quelle est la technique statistique la plus utilisée dans les entreprises financières, et malheureusement ce ne sont pas que les entreprises financières, je crois que c'est encore la régression. La régression, si je ne me trompe pas, a plus de 250 ans comme technique. On commence à parler de réseaux neuronaux, qui est une technique qui date, donc qui est une invention mathématique qui date de 1940. Et on parle fort insuffisamment des techniques qui ont été inventées dans les années 2000. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la première fois qu'on m'a parlé de l'algorithme, j'espère que je ne me trompe pas, des 6 ou des 7 bandits, je dois vous avouer que je n'avais aucune idée de ce dont il s'agissait. Ce sont des techniques depuis les années 2000 qui permettent de changer fondamentalement ce qu'on peut faire en termes d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans notre secteur ? Il y avait tout à l'heure beaucoup de monde à une session sur la santé. Je ne sais pas si vous connaissez Oscar, qui est en fait une offre américaine qui permet, vous acceptez de porter un petit bracelet, juste les petits bracelets qui comptent vos nombres de pas. Et en fonction du nombre de pas que vous faites, vous pouvez recevoir jusqu'à 240 € en bons d'achat Amazon. Ce n'est pas de l'argent, c'est du bon d'achat Amazon. Eh bien, Oscar, clairement, est une façon de sélectionner vos risques assurantiels. La question ensuite de ça, c'est la limite du système. La limite du système, pourquoi ? Parce que des gens comme Liberty Mutual, par exemple, vont vous traquer sur l'ensemble des réseaux sociaux et en fait vont vous proposer des offres complètement adaptées à ce que vous voulez avant même que vous n'ayez enclenché votre déménagement. Pourquoi ? Parce qu'on peut manipuler beaucoup de données. Et donc la question là-dessus, c'est ça marche très 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 bien et c'est très bien perçu aux États-Unis. Est-ce qu'on aurait un appétit ou une réaction un peu différente de nos clients français ? Je vous passe le cas de Bridgewater. Bridgewater, rapidement, est le premier hedge fund à essayer une technique d'analyse d'analyse et de sélection purement quantitative en matière de hedge fund. Il s'y lance avec le fondateur de Watson d'IBM, donc ça a l'air assez sérieux. Beaucoup de choses qui sont aujourd'hui faisables avec les données qui ne l'étaient pas dans le passé. En France, j'ai choisi d'indiquer juste 2 noms, mais on pourra en indiquer beaucoup d'autres. Vous avez Amagiz qui avait révolutionné le marché français de l'assurance avec un outil de Pay As You Drive, donc qui mesurait vos kilomètres et potentiellement aurait pu également mesurer vos comportements de conduite. Pacifica vient d'annoncer le lancement d'une assurance récolte indicielle. Donc des tas de choses qui sont faisables grâce à des données auxquelles nous n'avions pas accès avant. Voilà donc différentes dimensions de changement. La dernière, qui est la plus cachée, c'est celle de transformation des processus de bout en bout. Et pour ça, je me permettrai de montrer uniquement un exemple qui est IPsoft. Vous avez la photographie ici d'Amelia, qui est, selon beaucoup de spécialistes, qui va révolutionner en fait le contact client. Donc Amelia peut ressentir les émotions de quelqu'un au téléphone, est intelligente et apprend à vos réponses comment ajuster les siennes. Et Amelia est un avatar, évidemment, qui peut être complètement personnalisé pour votre entreprise. Et la grande discussion qu'on a aujourd'hui, c'est à quand les back-office sans
aucune personne pour répondre au téléphone ou pour traiter des opérations. Donc quel modèle opérationnel pour demain? Pour finir et pour ouvrir la discussion, en fait, pour nous, il y a vraiment 5 dimensions de révolution numérique dans les secteurs financiers et 5 grandes questions pour les acteurs du secteur. Premièrement, comment réagir à ces nouveaux entrants? Faut-il être soi-même un nouvel entrant? Et comment réinventer les différents produits, les services, l'expérience client? Comment profondément transformer son business model et comment utiliser au mieux cette nouvelle puissance d'intelligence que nous offre le numérique, avec, si vous me le permettez, ce qui est pour moi une grande lueur d'espoir. On aime bien mettre des chiffres concrets derrière ces questions, et on a évalué de façon un peu systématique à quel point le numérique pouvait être une menace ou une opportunité pour les services financiers. Quand on regarde le secteur de la banque, l'opportunité est d'améliorer le compte de résultat de près de 50%. La menace est également très réelle. On est à une menace que nous avons évaluée à au moins 30% de ce même compte d'exploitation. Donc des opportunités bien supérieures aux menaces, mais les deux sont d'une ampleur gigantesque. Et donc nous espérons fortement que nos acteurs français seront à la hauteur de ce challenge. Merci beaucoup Sandra. Pour débattre... Pour discuter de toutes ces problématiques, je vais d'abord appeler autour de moi Hugues Lebré, le cofondateur de Compte Nickel, Henri Travers, qui est le directeur du développement du CIC, Virginie Fauvel, la directrice du Digital et Market Management chez Allianz, et enfin Nicolas Le Sur, le fondateur et directeur de la plateforme de financement participatif Unilend. Et pendant qu'ils s'installent, on va regarder une courte vidéo dans laquelle Benoît Bazocchi nous présente Smart Angel, qui est une plateforme d'investissement dans des startups et dans des PME, et justement l'un des nouveaux entrants dont Sandra nous parlait tout à l'heure. Notre métier, c'est de présenter des entreprises qui cherchent des fonds, qui cherchent des financements pour se développer, à des investisseurs particuliers et professionnels qui vont pouvoir investir directement dans chaque entreprise qu'ils ont sélectionnée. Dans le monde traditionnel, quand on cherche des fonds, on va aller taper à plusieurs portes, les unes après les autres, et puis finalement, on va s'épuiser pendant de longs mois à rencontrer des investisseurs, à débuter des négociations qui, pour la plupart, ne vont pas aboutir. La vraie rupture, elle est dans la création de cette place de marché et dans la possibilité de se rencontrer beaucoup plus facilement et de fluidifier, en fait, finalement, la rencontre de l'offre et de la demande. L'investissement dans des entreprises non cotées, jusqu'à maintenant, c'était une activité d'initié. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un fonds d'investissement ou être business angels, connaître et savoir comment ça se passait. Désormais, tous les particuliers, tous les épargnants qui ont un peu d'argent sur des livrets d'épargne, qui ont un peu d'argent en bourse, vont pouvoir se dire moi aussi j'ai envie d'investir dans des startups dans lesquelles je crois et je vais y mettre une petite partie de mon épargne. Nous sommes une place de marché, c'est-à-dire qu'on va avoir une commission sur les flux qui transitent par la plateforme. Aujourd'hui, le marché dans le monde, c'est quelques milliards de dollars. On estime que d'ici 5 à 10 ans, ce seront des centaines de milliards, et on parle même de milliers de milliards de dollars qui vont pouvoir transiter par les plateformes pour aller s'investir directement dans les entreprises sous forme d'investissement en capital, sous forme de prêt. Et je pense qu'on vient bousculer les gens qui font ce métier-là de manière traditionnelle et qui ne sauront pas s'adapter à ces nouvelles formes d'investissement. Sur les plateformes de crowdfunding, les épargnants reviennent. Et là où ils étaient en train de disparaître finalement des places de marché boursières parce que les mécanismes d'intermédiation étaient devenus extrêmement forts, finalement on remet du contact, on remet de l'affinitaire dans l'acte d'investissement, et donc on fait revenir les particuliers qui ont parfois délaissé la bourse vers l'investissement dans les entreprises et dans l'économie réelle, ce qui est fondamental pour ces entreprises. Voilà, alors Sandra nous l'a décrit il y a quelques minutes, et on en a un autre exemple avec cette vidéo de Smart Angel. Les FinTech et AssureTech arrivent sur tous les créneaux, depuis le prêt au PME jusqu'à la gestion des finances personnelles, l'assurance collaborative, le paiement mobile.
Et alors, si toutes ces startups, pour l'instant, ne représentent pas un chiffre d'affaires énorme par rapport aux mastodontes traditionnels, elles commencent quand même à grignoter petit à petit leur part de marché. Alors, Hugues, on va commencer avec vous. Votre objectif, quand vous avez créé le compte Nickel, c'était justement de disrupter le système bancaire traditionnel et de créer un réseau parallèle. À quel besoin est-ce que vous avez répondu avec le compte Nickel ? Alors, en fait, je voudrais d'abord faire un commentaire sur ce qu'on a entendu. Et il me semble qu'il y a un changement beaucoup plus fondamental que ce qui a été dit. Et que le changement de paradigme, c'est le temps réel et c'est la data. Et à partir de là, ça change tout. C'est-à-dire que c'est la fin de l'époque où on téléchargeait les données. Donc, dans un modèle bancaire, c'est la fin du batch. Donc, c'est la connaissance en temps réel de tout ce qui se passe et pas par croisement de fichiers pendant la nuit. Ça change absolument tout sur la lutte contre la fraude, sur la sécurité, sur la data, sur la connaissance a priori de toutes les opérations plutôt qu'a posteriori, sur la lutte contre la fraude. Donc, c'est un changement qui est majeur et qui est absolument considérable. Et ça fait tomber beaucoup de barrières d'entrée. Et puis, cette data, l'algorithme, ça change aussi fondamentalement la manière de penser. Alors nous, on ne fait pas de crédit, et puis je répondrai à votre question après. Mais une question à la Lending Club, c'est est-ce que la bonne donnée, le score pour un crédit, par exemple en France, on a des acteurs qui sont déjà des fintechs depuis 20 ans, comme CTLM, comme Sofinco, qui sont excellents, et qui ont des scores qui, sur le marché, ont beaucoup plus de valeur que d'autres scores. Et on peut se casser la figure facilement. Il y a beaucoup de modèles qui vont souffrir. Est-ce que le score calculé en connaissant les gens, en connaissant leurs revenus, en connaissant leurs dépenses, donc la capacité à rembourser, à prêter, va être le meilleur score? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ce qui a changé fondamentalement, c'est que Google lit vos agendas, lit vos mails, que vos opérateurs téléphoniques savent exactement où vous êtes, à quel moment? Est-ce que finalement, c'est l'algorithme qui va calculer la capacité morale à rembourser en utilisant des milliers de données, plutôt que la méthode empirique en utilisant des dizaines de données qui, aucune, n'est capable de prédire l'avenir, d'où le coût de risque qui existe et qui existera toujours. Et donc, il y a bien des changements fondamentaux qui sont en train de se passer. Alors nous, on était partis de l'idée qui était qu'il y avait une exclusion bancaire et qu'il y avait 2,1 millions d'exclus bancaires par an en France et que les statistiques Banque de France montraient que si les députés avaient bien fait leur travail avec le service bancaire de base, il n'y a que 30 000 personnes par an qui en bénéficiaient. Donc il y avait un vrai problème et il y avait des gens à bancariser et qu'il fallait trouver un nouveau système pour leur permettre d'avoir accès à un compte tout simple. C'est très compliqué quand on n'a pas de compte, de toucher son RSA, de payer la cantine des enfants. Et donc, il fallait plusieurs révolutions. Il fallait une évolution qui était réglementaire, c'est la création du statut d'établissement de paiement en 2009, et donc qui ne permet pas de faire de crédit, mais qui permet d'émettre un relevé d'identité bancaire. Mais si on ne peut pas faire de crédit, on ne peut pas faire de découvert, donc il faut en temps réel bloquer les opérations. Donc, évolution technologique, et donc la grande nouveauté depuis 2 ans, on parle beaucoup dans tout ce qu'on a vu dans la présentation précédente d'applis mobiles, de devices, de parcours client, d'utilisation, tout ce que j'appelle moi la usability. On ne parle pas du sujet de fond qui est le core banking system, le temps réel, la data. Et donc il fallait être capable de voir les opérations a priori pour voir si ça passe en découvert ou si ça ne passe pas en découvert. Et puis la troisième révolution, il fallait un coût d'acquisition client. Il fallait avoir un réseau de distribution. Quand on va acheter du mot-clé Google, dans une précédente conférence tout à l'heure, on disait que Booking.com payait 2 milliards d'euros par an à Google pour être le mieux référencé. Des banques en ligne payent 1 million d'euros par an à Google. Et donc, si on va aller chercher des clients, si on va être capable de créer une marque sans avoir de budget marketing absolument colossal, il faut être dans la vie réelle, proche des gens, sur le terrain, avec des vrais réseaux de distribution. Et donc, le compte Nickel, c'est la conjonction de ces trois sujets. Le temps réel, la capacité réglementaire à faire des nouvelles choses, et puis un réseau de distribution très performant. Et donc, je rappelle que c'est un compte qu'on ouvre en 5 minutes chez un buraliste près de chez soi, où on utilise 2 types de technologies. Les premières qui sont toutes les technologies de dématérialisation et de reconnaissance qui permettent d'authentifier de manière, comme dans les aéroports, de manière très solide l'ensemble des documents d'identité, puisqu'on a une obligation légale de vérifier l'identité, d'extraire les données et de fabriquer de manière automatique le dossier client, et puis d'émettre un relevé d'identité bancaire en moins de 5 minutes qui est imprimé sur le terminal de paiement électronique.
Et donc là, c'est un changement complet de la fonction du terminal de paiement électronique, où avant on mettait une carte et on sortait une facturette. Et maintenant, on l'associe à un dossier client et on émet un relevé d'identité bancaire. Et donc finalement, ce terminal de paiement électronique, c'est ce qu'il y a de plus sécurisé en télécommunications, c'est PCI DSS. Et c'est plugué à ce qu'on appelle le cloud, le big data, l'ensemble des serveurs, c'est-à-dire des trucs qui coûtent 8% d'électricité et qui ne sont pas du tout dans les nuages, mais qui sont bien sur la terre ferme. Et donc, ça, c'est les premières technologies. Le deuxième, c'est le temps réel. Et donc, très concrètement, quand vous faites une opération avec une carte nickel, chez un commerçant ou sur Internet, vous mettez votre carte dans le terminal de paiement électronique. Ça part dans le système habituel qui va chez les gestionnaires d'autorisation carte. Mais au lieu de dire cette carte, elle peut dépenser tant par mois, tant par semaine et revenir dans le TPE, elle part dans notre core banking system en temps réel. Donc, on a taillé cette route. Et nous, on regarde s'il y a l'argent. S'il y a l'argent, on paye. S'il n'y a pas l'argent, on ne paye pas. Mais ça a une vertu qui est énorme. C'est qu'avant de payer, on a le code du commerçant. Et donc, quand on a le code du commerçant, si c'est du commerçant dur, si c'est du commerçant en ligne, si c'est de l'étranger, si c'est de la pharmacie, on sait tout. Et comme on a des logiciels d'analyse comportementale qui regardent et qui connaissent bien les comportements des clients, on est capable de dire si ce paiement est conforme au comportement du client ou pas, et de bloquer les fraudes avant. On a un coût de la fraude, pour l'instant, je touche du bois, mais très très nettement inférieur à ce qui se passe dans le système bancaire. Et donc, on est très surpris parce que on a une clientèle beaucoup plus large que ce que l'on avait prévu, je terminerai là-dessus. On a bien sûr 30% de chômeurs, de personnes sans revenus réguliers, d'interdits bancaires. Et on est très très fiers de jouer ce rôle d'inclusion sociale. Mais on a 50% de salariés du secteur public et du secteur privé, et qui sont des gens qui ont un revenu moyen de 1 300 €. Et là, j'ai découvert quelque chose, c'est qu'il y avait 40% des Français qui étaient en dépassement d'autorisation de découvert au moins une fois par trimestre. C'est une étude Panorama Banque. Et quand on est en dépassement d'autorisation de découvert, on a un agio qui passe de 15 à 25%, mais c'est un incident, c'est 8 €. Et le législateur a plafonné les frais d'incident à 8 € par opération, 80 € par mois, ça fait 960 € par an. Et donc si vous faites un retrait au distributeur après le dépassement d'autorisation de découvert, c'est un incident, c'est 8 €. Si vous avez un rejet de prélèvement, c'est en moyenne 20 €. Si vous avez une lettre de relance de la banque, c'est 13 €. Et la vérité, c'est que si vous prenez les déciles de la population, le coût de la banque, c'est une courbe en U. C'est-à-dire plus vous êtes pauvre, plus vous payez les agios et les frais d'incident. Et puis plus vous êtes aisé, plus vous avez des actifs et vous payez 1% chez Rothschild quand vous êtes en gestion privée. Mais si on prend la banque au quotidien, les paiements, juste payer et être payé, c'est une courbe en L, parce que quand on est riche, on a la gueule gratuite. Et donc, on a un succès massif sur ces gens-là, parce qu'ils ont un coût de la banque qui est 2 fois, 3 fois, 10 fois supérieur à la moyenne nationale, qui est de 190 €. Et donc, la première vertu que l'on a, finalement, c'est non pas de bancariser des exclus, ce qu'on est très fiers de faire, mais c'est de redonner plusieurs centaines d'euros de pouvoir d'achat à du mass market. Et après, je termine, comme on est en temps réel, comme on est sécurisé, comme c'est un compte, on ne peut pas dépenser plus que ce que l'on a. 26% de nos paiements cartes sont des paiements Internet. La moyenne nationale, c'est 10,5%. Donc les gens se disent, tiens, c'est mieux que d'exposer mon compte et je vais prendre cette carte-là pour payer sur Internet et cantonner mon risque et avoir la sécurité du temps réel et du reporting en temps réel. 8% de nos paiements cartes sont des paiements étrangers. La moyenne nationale, c'est 4%. C'est-à-dire que quand on part à l'étranger, on se dit, tiens, avec la carte nickel, j'ai 0 frais quand je vais au Maroc ou aux États-Unis, alors qu'ailleurs, j'ai en moyenne 4,7% de frais. Comme je suis en temps réel, je n'ai pas à couvrir le change. Donc, je fais le change spot à la seconde où la personne paye et je ne couvre pas de 15% le change. Et donc, en fait, on est très compétitif sur des segments. Donc, pour répondre de manière très simple à votre question et de manière très synthétique, oui, on est sur notre schéma de départ. On est beaucoup plus vaste que ce que l'on imaginait. Et à partir du moment où, avant, ouvrir un compte, c'était 3 quarts d'heure plus 10 jours, et c'était compliqué et long avec beaucoup de questions très intrusives, maintenant, c'est le temps d'acheter un DVD, c'est le temps d'acheter un livre. Ça coûte 20 €, ça dure 5 minutes. Donc, chacun l'ouvre pour un usage particulier. Le plus iconoclaste qu'on a vu, c'est 2 personnes qui ont un compte pour gérer leur bateau, par exemple. Voilà. Alors, juste un nombre, pour finir. Un nombre. Combien de comptes ouverts Alors, on va être dans les 119 000 ce soir. Donc, on a battu le record le mois dernier à 10 039 comptes. La semaine dernière, à 3 000 comptes dans la semaine. Donc, le prochain record qu'on vise, c'est 1 000 comptes dans une journée. Pour l'instant, le record dans une journée, c'est 707 comptes. À l'heure où on parle, on n'ouvre plus d'un compte minute en ce moment. Donc, on est numéro 1 devant toutes les banques en ligne des ouvertures de comptes mensuels 15 mois après le lancement. D'accord. Mais on n'est pas dans les stades d'Ernst & Young, donc on est passé à côté. Alors, donc, Sandra nous disait tout à l'heure que justement, ces nouveaux entrants pourraient coûter près de 30% du résultat d'exploitation aux acteurs traditionnels français.
Alors, Henri, est-ce que vous pensez que les fintechs déjà représentent une menace pour l'activité du CIC? Et puis peut-être que vous voudrez répondre en quelques mots, disons, à ce que vient de dire Hugues. Oui, bien sûr. Alors, bon, tout d'abord, je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer les nouveaux entrants sur un marché. Donc, on prend ces événements nouveaux avec beaucoup de sérieux. En même temps, on remarque, si vous voulez, si on donne quelques chiffres, une banque traditionnelle comme la nôtre, donc groupe CMCIC, a 10 millions de clients particuliers, 1 million de clients entreprises et professionnels. Bon, il y a une matière importante, évidemment. Ce que je voudrais dire également, c'est que ces nouveaux entrants, d'une façon générale, interviennent tous sur des bouts de banque, une partie du métier de banque. Alors que nous, notre métier, finalement, c'est plutôt de faire de la banque de bout en bout, hein, c'est-à-dire totalement, ce qui n'a pas les mêmes contraintes, bien sûr, ce qui ne présente pas les mêmes contraintes. Il faut aussi remarquer que les nouveaux entrants ne sont pas soumis aux mêmes réglementations que celles auxquelles nous sommes soumis. En d'autres termes, si nous voulions imiter tel ou tel de ces nouveaux entrants, nous ne le pourrions pas pour des raisons réglementaires. Je m'inscris en faux, vous pouvez créer un établissement de paiement, vous créez des sociétés d'assurance, du leasing automobile, vous pouvez créer un établissement de paiement. Je vois, même réglementation pour tous. Quoi. Non. Le level playing field, comme disent les Anglais, n'est absolument pas le même. Qu'est-ce qui vous empêche de créer un établissement de paiement? Non. Rien. N'est absolument pas le même pour intégrer ce type d'activité dans notre structure actuelle. Ce ne sont pas du tout les mêmes réglementaire, c'est un problème de culture ou de système, si vous voulez, mais réglementairement parlant, vous pouvez faire la même utilité que moi demain matin. Non, on ne va pas faire un débat sur le réglementaire, mais ce ne sont pas les mêmes conditions d'entrée. Mais ce n'est pas là le cœur de mon propos. C'est beaucoup plus... Ce que je veux ajouter, c'est qu'il n'y a pas d'un côté, si vous voulez, les nouveaux entrants qui auraient l'apanage de l'innovation et les banques existantes qui, elles, seraient un peu dinosaures et n'auraient pas cette capacité à innover. Hein. Donc je ne sais pas dans quelle mesure on peut développer un peu ce propos maintenant par rapport aux autres intervenants. En termes de chiffre d'affaires, par exemple, quel impact ça a pour vous, toutes ces fintechs? Alors écoutez, je me suis livré à un petit calcul. Actuellement, nous produisons vis-à-vis des entreprises et des professionnels qui sont quand même les plus impactés par les nouveaux entrants, en termes de crowdfunding notamment, il y a à peu près 1 pour 10 000 clients de notre banque qui sont réputés, statistiquement, avoir eu recours au crowdfunding, par exemple. Hein. C'est donc hyper marginal. Aujourd'hui, je ne sous-estime pas l'avenir que peuvent avoir ces nouvelles pratiques. En revanche, je constate qu'aujourd'hui, c'est extrêmement marginal. Alors, on reparlera tout à l'heure un peu de ce que vous mettez en place, justement, pour aller au-devant de ces nouvelles tendances. Je peux juste te dire un petit mot, parce que je travaille chez Allianz, qui est aussi un acteur traditionnel. En fait, nos 125 ans cette année, donc on est un acteur traditionnel. Et je pense qu'en 2015, il n'y a plus un acteur traditionnel qui peut dire « je ne savais pas ». Parce qu'on a vu un certain nombre de secteurs être fondamentalement transformés. On a vu un certain nombre d'entreprises disparaître. Donc je crois que la préoccupation aujourd'hui, elle est tout à fait présente dans les grandes entreprises. Si elles ne disent pas, je pense que c'est une préoccupation qui devrait être au top niveau. Donc pour moi, ce qui me semble nouveau en 2015, en 2014, c'est vraiment la prise de conscience. Personne aujourd'hui ne peut dire « je ne savais pas ». Et alors justement, vous, Virginie, chez Allianz, vous avez adopté une stratégie qu'adoptent de plus en plus d'acteurs traditionnels, qui est celle de monter des partenariats avec ces nouveaux entrants, d'abord dans une logique d'acculturation, et puis aussi, pourquoi pas, dans une logique de rapprochement économique. Comment est-ce que vous envisagez chez Allianz la relation avec les nouveaux acteurs? Déjà, je pense qu'on doit affronter la transformation numérique sans crainte. La crainte, la peur, c'est toujours une très mauvaise conseillère dans notre vie privée comme dans notre vie professionnelle. Donc on sait que le modèle de l'assureur va changer fondamentalement et on s'y prépare. Donc on a recruté un certain nombre de personnes, en fait, des spécialistes du numérique, des spécialistes sur les centres de contact. On a recruté en France entre 100 et 200 personnes en 2 ans. Donc c'est un investissement qui est très important. On a restructuré l'entreprise pour faire face aux défis du numérique. On a mis le poste du numérique au comité exécutif parce qu'on pense que c'est un sujet qui ne doit pas être laissé à des consultants ou laissé à des jeunes débutants dans une vie d'entreprise. Ça doit être
un sujet qui est pris au plus haut niveau de l'entreprise. Le PDG de l'entreprise est très préoccupé par ces questions-là. Donc, si vous voulez, recruter les bonnes personnes, le mettre dans un bon système de gouvernance. Ensuite, nous avons construit une stratégie qui est très offensive, qui concerne l'ensemble des salariés d'Alliance, l'ensemble des clients, qui sont entreprises, particuliers, professionnels. Que je peux vous développer. On a par exemple un partenariat avec Smart Angel sur le crowdfunding parce qu'on pense que fondamentalement ça va aussi changer. Vous abondez la plateforme ? Absolument, c'est-à-dire que quand les clients d'Alliance souhaitent financer une start-up via Smart Angel, on abonde du même montant à hauteur de 50 000 €. On a mis 5 à 10 millions d'euros sur ce projet-là. Donc c'est un premier pas qu'on pourra renouveler. Voilà, mais les premiers chiffres sont tout à fait encourageants. Vous avez aussi un accélérateur, vous êtes partenaire de Absolument, Drivey, de Trip and Drive. On a lancé un accélérateur de start-up dans notre stade, l'Alliance Riviera à Nice. Donc on a 5 start-up qui ont été sélectionnées le mois dernier. On les accélère pendant 5 mois. Et ensuite, on reprend une nouvelle promotion, en fait. On a fait aussi des partenariats avec Uber. Donc on est l'assureur privilégié d'Uber pour les conducteurs d'Uber. On est partenaire de Drivey, donc le leader du car sharing en France. On lui a permis d'ailleurs de s'implanter en Allemagne via aussi Alliance, parce que Drivey a besoin d'un assureur pour faire du car sharing. On est partenaire de Trip and Drive, on est l'assureur privilégié de Tesla. Donc on a toute une série, si vous voulez, de partenariats avec cet écosystème de tech pour s'acculturer à cela. Et alors justement, là on parlait de partenariat start-up assureur. Vous Nicolas, donc, vous avez créé Uniland, une plateforme de financement de prêts aux PME et vous avez pu le voir de l'autre côté de la barrière du côté start-up puisque Groupama vous a approché pour vous soutenir également. Oui, en fait, effectivement, de manière générale, dans tous les grands établissements assureurs ou banquiers, on constate qu'il y a toujours au moins une partie, si ce n'est toute la partie, qui est conscient qu'il y a ces transformations. Chacun va avoir des approches différentes en fonction des métiers, etc. Mais nous, on a la chance pour le moment d'être sollicités même spontanément par certains. Groupama Banque, ils sont venus nous voir en disant nous, on a envie de prêter dans la plateforme aux côtés des prêteurs parce que ça nous intéresse d'accéder à ces TPE-PME auxquels nous n'avons pas accès traditionnellement et de leur faire un crédit en fait. Donc ils ont utilisé notre système pour, aux côtés, nous on a organisé le fait qu'ils n'allaient pas écraser la foule des prêteurs. On a 5000 personnes depuis 1 an et demi qu'on existe qui prêtent activement dans la plateforme et on ne voulait pas qu'avec leur puissance évidemment ils les écrasent, donc on s'est organisé pour ça, mais effectivement ils ont annoncé qu'ils allaient prêter 100 millions d'euros dans les 4 prochaines années aux TPE PME qui souhaiteraient emprunter en crowdfunding sur Uniland. Et l'enjeu c'est le réseau des entreprises. Alors l'enjeu pour eux, paradoxalement, c'est qu'ils ont besoin de déployer leur bilan. C'est une banque un peu particulière, c'est-à-dire qu'elle a presque trop d'argent à prêter et qu'elle ne sait pas comment le faire, on va dire. Mais fondamentalement, ce que nous, on vise à organiser, c'est, Benoît le disait dans son domaine de l'equity, mais nous, c'est la même chose dans le domaine du crédit, c'est une place de marché. Et l'ambition qu'on a et le but que l'on poursuit fondamentalement, c'est d'organiser le déploiement des portefeuilles de crédit et le sourcing des portefeuilles de crédit à la limite des banques entre elles. Parce que ce marché-là, spécifique sur les professionnels, le crédit typique à 100 000 euros, il est mal organisé en France pour des raisons qui ne relèvent pas des banques elles-mêmes, mais du système sur lequel il est fondé. Et il ne permet pas en fait un accès au crédit pour plein de raisons qui seraient trop longues d'expliquer, mais notamment parce que le coût de traitement d'un crédit unitaire à 100 000 euros n'est pas rentable pour une banque, parce que sur un crédit à 100 000 euros, elle va prendre 50 points de base de marge, donc 500 euros de PNB, le chiffre d'affaires des banques, là où en fait elle va mettre en face un coût de traitement qui va être du chargé clientèle en agence, la chaîne de crédit, etc., etc. La raison pour laquelle elle va faire ce crédit, c'est d'abord parce que c'est quand même son métier, mais surtout parce qu'elle va chercher à avoir une relation plus globale avec l'entreprise et elle va compenser cette absence de rentabilité par d'autres produits associés. Et en fait, ce qui crée paradoxalement le fait que vous avez un accès au crédit qui n'est pas uniquement dépendant de votre capacité à rembourser, mais à bien d'autres facteurs. En une phrase Oui, en une phrase, ça peut être un peu difficile, mais je voulais simplement dire que l'accès au crédit des entreprises ne peut pas être limité, si vous voulez, n'est pas une affaire de bisounours. C'est-à-dire que ce n'est pas des gentils épargnants qui prêtent de l'argent à de gentilles entreprises. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche.
Dès lors qu'on parle de crédit, on parle tôt ou tard de gestion du risque. Cette gestion du risque d'abord, c'est une expertise. Ensuite, elle a un coût qui se répercute forcément. Et paradoxalement, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que la crowdfunder prête à des taux supérieurs à ceux des banques. Donc je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur place en complément pour certains types de demandes de crédit, mais est-ce qu'une entreprise a intérêt à emprunter à 9 ou à 2% en 2015 ? C'est ma question. On réabordera un petit peu le sujet tout à l'heure. On a beaucoup parlé start-up et je pense qu'il ne faut pas oublier non plus les GAFA, donc Apple, Google, Facebook, Amazon. Ils se lancent d'un côté dans les moyens de paiement, donc je pense par exemple à Apple Pay, mais ils se tournent aussi de plus en plus vers la santé, ils collectent énormément de données et ils pourraient bien venir marcher sur les pieds des assureurs. On en a un petit peu parlé tout à l'heure dans la présentation. Virginie, vous, comment est-ce que vous voyez les géants du web ? Est-ce que vous les voyez comme des partenaires ou comme des concurrents ? Moi, je crois que ce sont avant tout des partenaires. Enfin, il n'y a pas de doute là-dessus. On ne peut pas travailler aujourd'hui sérieusement dans la relation client sans travailler avec Google, avec Twitter, avec Facebook. Ils sont présents et je pense qu'il faut travailler avec eux. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, sur le sujet des données, je pense que ça, c'est un sujet qui est très important. Et l'ensemble des acteurs doit avoir la même régulation sur les données. C'est vrai que les assureurs ont l'habitude de traiter beaucoup de données, des données de santé. On est très contrôlé là-dessus, bien entendu. Il y a des zones qui sont sécurisées pour accéder dans une salle où des données de santé sont traitées. Donc il faut arriver avec une carte spéciale. Les portes sont très très sécurisées. Voilà. Maintenant, il y a toute une partie des données de santé qui sont capturées par des outils et qui quittent la France, quittent l'Europe, qui vont on ne sait où, et ça, il me semble que c'est une problématique qui n'est pas une problématique d'assureur, qui est vraiment une problématique de citoyen. Mais moi, j'ai toute confiance en la CNIL sur ces sujets-là, qui fait un travail remarquable sur les données et qui permettra, je pense, de réguler ces données-là, surtout si elles sont individualisées. Et vous, concrètement, comment est-ce que vous travaillez avec eux ? Avec les GAFA. Avec les GAFA, mais écoutez, on travaille très en proximité avec eux sur de l'acquisition client, sur du ciblage marketing, sur de l'expertise sur la user experience, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous faites une application mobile, vous reprenez des codes des applications mobiles les plus utilisées par les utilisateurs de smartphones, et clairement, ces codes-là sont définis par les GAFA. Donc on travaille sur la façon de présenter les applications pour que nos utilisateurs ne soient pas perdus sur la user experience. Alors on le voit avec tous les exemples dont on vient de parler, donc les produits traditionnels des banques et assurances sont en pleine mutation. On voit arriver des nouveaux concepts qui répondent aussi à des nouveaux usages, à l'essor notamment de la consommation collaborative, à la généralisation de l'usage du mobile. Alors on va revenir justement sur une Hélène, puisqu'on parlait de l'histoire de ces taux. Pourquoi est-ce qu'on on ferait plutôt appel à une plateforme de financement participatif plutôt qu'à une banque, sachant que le taux n'est pas forcément plus intéressant. Qu'est-ce que vous apportez, une Hélène, d'une part aux prêteurs et de l'autre part aux PME ? Alors, sur les prêteurs, c'est peut-être un peu plus simple à comprendre, c'est qu'on apporte déjà un nouveau produit d'épargne qui n'existait pas, c'est-à-dire que ça vous permet de prêter à des entreprises qui peuvent être des entreprises parfois de proximité, mais pas toujours. Et surtout, c'est le seul produit dans lequel vous êtes capable de choisir vous-même votre taux d'intérêt, parce que la particularité, c'est que c'est les prêteurs qui fixent le taux d'intérêt auquel ils veulent bien prêter leur argent. Après, nous, on a organisé un système qui fait que les meilleurs taux sont retenus en faveur de l'emprunteur, mais il y a bien cette faculté-là. Donc en d'autres termes, le prêteur chez nous, il va venir pour un rendement financier et pour un emploi direct de son épargne. C'est-à-dire que là où je rejoins Hugues, c'est qu'il y a un paradigme fondamental qui n'a pas vraiment été évoqué aujourd'hui, c'est le besoin des citoyens ou des clients, si vous voulez, de reprendre la main, de savoir à quoi ça sert, de savoir comment ça marche, de faire eux-mêmes. Alors ce n'est pas forcément un besoin qui correspond à 100% de la population. Mais c'est un besoin qui correspond déjà à une tranche générationnelle. Nous, sur nos 5000 clients, la moitié a moins de 40 ans. Sur un produit d'épargne, c'est extrêmement jeune en fait comme population. Donc ça répond à un besoin presque démographique. Ensuite, sur les entreprises, pourquoi est-ce qu'elles viennent emprunter à 9% alors que si elles avaient un crédit à la banque, ça pourrait être 2 ou 3%? Pour plusieurs raisons en fait. La première, c'est que c'est la rapidité. C'est-à-dire qu'avec la manière dont on est organisé, on a processé les choses, on est capable de faire en sorte qu'entre le moment où un client qui souhaite emprunter
et rentre en contact avec nous, et le moment où il a l'argent sur le compte bancaire de sa banque habituelle après son emprunt, il se passe 2 semaines. C'est entre 6 et 8 fois plus rapide en moyenne que ce qu'on peut connaître dans une banque, sachant que ça lui aura pris en tout et pour tout 1 heure de discussion, en moyenne encore une fois, avec des gens de chez nous qui vont analyser son dossier, et 5 minutes pour déposer des pièces en ligne, à comparer à rendez-vous téléphonique, déplacement pour aller remplir des dossiers papier, etc., plus tout le temps de déblocage, des prises de sûreté, etc. La deuxième raison, c'est qu'on a un modèle qui repose sur l'absence de garantie. C'est la raison pour laquelle les taux sont aussi élevés, entre guillemets, mais ils sont toujours moins élevés que ceux que vous allez trouver quand votre banquier vous dit « je ne peux pas vous financer votre BFR, par contre, le factor ou le leaser peut le faire. Là, c'est plus cher. Ou je vais vous faire une facilité de caisse à 9,5%. Ça, c'est plus cher. Donc, en fait, c'est moins cher que les alternatives au crédit à 2%, qui, en réalité, concernent essentiellement des crédits d'investissement, donc de la machine-outil ou de l'immobilier, qui ne sont pas 100% des besoins des TPE-PME en 2015, hein, on n'est pas dans une France encore très industrielle, et qui sont ceux sur lesquels il n'y a effectivement aucun problème d'accès au crédit bancaire, parce que précisément, il y a une faculté de l'établissement de crédit à prendre une sûreté réelle, et qui est la condition sine qua non pour obtenir un refinancement de ce crédit à la Banque centrale. Nous, on n'a pas besoin de se refinancer, puisqu'on ne fait pas de transformation d'une épargne courte vers des besoins longs. On est dans la même maturité entre l'épargnant et l'emprunteur. Et de ce fait, c'est le troisième avantage de ce système-là, c'est que de manière plus fondamentale, c'est un système qui ne présente pas les risques systémiques que présentent les bilans bancaires, dont on a bien vu le potentiel, si je puis dire, en 2008, puisque là, on est sur des effets dans lesquels il n'y a pas d'effet de domino possible, puisqu'il n'y a pas de corrélation de ce type-là. Voilà. Il manque 2 choses dans ta présentation. Bien sûr, tes clients répondent à des questions très fortes et ne mettent pas 100% de leur épargne dans un crédit avec une entreprise. Donc, tu as des limites qui sont très fixées, ce qui fait qu'ils sont prêts à perdre. Et s'ils font des crédits régulièrement, globalement, ils auront un rendement de l'ordre de 5-6%. Et puis, vous avez au milieu des analystes crédit qui font le vrai boulot et vous triez les dossiers, vous le sélectionnez les dossiers. Je te remercie, Hugues, d'avoir ce regard extérieur, effectivement. Je précise qu'on retient 2% des demandes de financement qu'on reçoit. Donc après, on peut se tromper, bien évidemment, mais je vous rejoins. L'analyse de risque, c'est pas un truc qui s'invente, c'est pas un truc de bisounours. Donc heureusement, il y a plein d'analystes dans les banques qui peuvent faire autre chose. Et la deuxième chose, effectivement, c'est que ça repose fondamentalement sur une dispersion maximum des prêts. C'est-à-dire qu'idéalement, un prêteur chez nous, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a choisi de leur permettre de le faire à partir de seulement 20 € par projet, il doit avoir idéalement des dizaines, des centaines de prêts. Avant, sans prêt, ça ne sert à rien d'essayer de raffiner. Il faut faire de la répartition maximum. Alors, juste, je vois que Henri trépigne un peu à côté. Donc, il nous reste 2 petites minutes pour cette partie. Donc, je vous laisse répondre. Et j'aimerais bien quand même que vous nous parliez rapidement de ce qu'a lancé le CIC, des expérimentations sur le mobile et le marketing, puisque oui, c'est intéressant de montrer ce que vous faites, vous, sur ce plan-là. Donc, c'est à destination des commerçants, si vous pouvez nous le décrire. Bon, tout d'abord, en 2 mots, c'est un peu comme s'il y avait innovation dans l'innovation. Hein. Vous savez qu'en matière de prestations de services et en matière bancaire, il n'y a pas de protection des idées. On ne peut pas déposer un brevet sur une idée. Très bien. Donc ça oblige à aller vite quand on a une idée. La deuxième chose, pourquoi innovation dans l'innovation, c'est que jusqu'à présent, dans notre monde bancaire, innover, c'était avoir une bonne idée, la développer chez soi et la dédier à ses clients ou à ceux qui voulaient devenir clients. Bon, on pense que ça, c'est un peu derrière nous. Et en fait, maintenant, innover, c'est appartenir à un écosystème. On a donc essayé de construire sur la base d'un concept de commerce dit connecté, une relation entre le commerçant, la banque, quelle que soit sa banque, le consommateur, quelle que soit sa banque. C'est donc un système extrêmement ouvert, c'est un écosystème qui permet au consommateur, de se voir récompensé par des programmes de fidélité, de recevoir des informations utiles de la part des commerçants, qui permet de l'autre côté au commerçant de pouvoir proposer un programme de fidélité à son client, et aussi de gérer son fichier client. C'est donc cet écosystème, on l'a lancé il y a maintenant 9 mois. Après une période d'expérimentation en région parisienne, on est maintenant déployé en Alsace. Dans un second temps, nous serons à Bordeaux. Et quand je parle d'écosystème ouvert, vous avez peut-être vu dans la presse que Total a décidé de s'associer à ce concept en prenant une part à notre capital. Et d'autres grands acteurs de la distribution devraient nous rejoindre prochainement. Merci, ça va être le mot de la fin pour cette première partie.
Merci à tous. Je vais désormais appeler pour la deuxième partie de la table ronde Amélie Oudéa-Castéra, la directrice marketing du service digital chez AXA, Jean de Casté, le PDG et cofondateur de Fluo, et Hicham Badreddine, directeur digital de Malakoff Médéric. Et pendant qu'ils s'installent, qu'ils prennent place, je vous propose de visionner une deuxième vidéo dans laquelle Arthur de Cateux présente FinexCap, qui est une start-up qui a levé 22,5 millions de dollars en novembre dernier et qui finance les factures des professionnels en attente de paiement. Maintenant, quand vous regardez, vous ouvrez un petit peu le capot de la société, on a totalement révolutionné le système. Il n'y a absolument aucun engagement, ni de durée, ni en termes de volume aussi de créances qui sont à facturer. C'est totalement dématérialisé. Chez nous, par exemple, nos clients, ce qu'ils nous disent, c'est que les journées sont tellement prises déjà, si vous voulez, quand vous êtes un chef d'entreprise, de PME, vous êtes harassé par l'opérationnel, que la capacité de le faire à n'importe quelle heure de la journée, l'extrême réactivité de nos équipes, où on a eu des cas par exemple où des gens sont connectés le mardi soir et le mercredi matin, ils recevaient leur offre, le cash était viré le mercredi soir, c'est quelque chose qui pour nous s'inscrit dans une modernité. Voilà. Et puis il y a totalement également d'absence de caution ou de mise en place de sûreté personnelle. Le modèle économique il est simple, c'est-à-dire qu'en fait quand vous me cédez une facture, vous ne payez quasiment qu'une commission de succès, avec une tarification qui est extrêmement limpide et qui est flat, qui est à l'heure actuelle de 2,49% de la valeur faciale, si vous voulez, d'une facture au-delà de 10 000 euros. Et puis pour toutes les factures en deçà de 10 000 euros, c'est 1,49% plus 100 euros de frais de traitement. Si grâce au numérique, si vous proposez des outils qui vous permettent d'aller justement vous adresser à des sociétés qui sont peut-être délaissées de par leur taille, de par leur risque également, la difficulté d'évaluer leur risque, et vous permettre, si vous voulez, de vous adresser à elles directement au sein d'interfaces web, qu'elles soient dans un petit village de l'Ardèche ou au Havre, et vous pouvez leur proposer une même qualité, voire supérieure en termes d'expérience client, et simplement vous leur donner l'accès au service, je vous dirais qu'à ce moment-là, le numérique va bien au-delà de ce qu'on expliquait tout à l'heure, d'une gentille cosmétique et de dire bah, c'est sympathique, on fait du web. Non. C'est simplement de rendre accès à un service qui est primordial, et en l'occurrence, en ce qui nous concerne, c'est la trésorerie, à des entreprises qui sont délaissées. Les acteurs établis. Je pense que ce qui est bousculé, c'est d'un côté les acteurs établis, et de l'autre, si vous voulez, également des clients qui se rendent compte qu'ils ont accès à des services à des conditions auxquelles ils n'avaient pas accès. Et je pense que c'est tout l'intérêt de briser des monopoles. Je veux dire, les monopoles n'incitent pas à l'innovation. Parce que quand vous êtes établi, vous avez des bonnes positions, finalement, vous avez une entente qui fait qu'on se contente de l'existant. Et nous, on a vocation peut-être à être une sorte de réveil matin pour dire, regardez, voilà ce qui peut arriver lorsqu'on va voir des gens qui ont été délaissés jusqu'à présent. Voilà, alors on a beaucoup parlé de nouveaux services, de nouveaux concepts. On a assez peu parlé pour l'instant d'expérience client. Et on va commencer avec vous, Amélie, puisque chez AXA, vous avez sorti une nouvelle application plus globale que ce qui existait jusqu'alors, qui s'appelle Mon AXA. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça recouvre, où en est le déploiement aujourd'hui et quel bilan vous pouvez déjà en tirer? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, le défi pour les assureurs d'une meilleure qualité de service, il est immense. On est réputé pour notre sens du maniement de la donnée, parfois pour notre expertise, notre conseil de proximité, mais on n'a jamais été réputé pour avoir une formidable expérience client et un formidable service aux clients. Or, dans ce monde du numérique, il y a une telle élévation des standards de la relation client qu'il est absolument impératif pour un acteur assurantiel, pour un acteur comme AXA, d'augmenter considérablement l'expérience client, de la rendre beaucoup plus fluide, beaucoup plus riche, beaucoup plus proche, beaucoup plus simple. Alors, pour réaliser ça, vous le disiez, on a lancé le 3 juillet dernier, donc elle aura bientôt une petite année, cette application mobile, Mon AXA, qui est une application réservée à nos clients, mais à laquelle on a ajouté dans la dernière release qui est sortie avant-hier un mode démo, donc qui permet du coup de montrer ce qu'elle contient comme service à nos prospects et qui comporte 3 principaux blocs de fonctionnalités.
Le premier bloc, c'est tout ce qui est self-care. Il y avait une exigence pour nous, autant on adore notre réseau, on croit dans l'avenir de notre réseau, mais on a conscience qu'aujourd'hui, pour un ensemble de tâches à relativement faible valeur ajoutée, il est bon pour le client et il est même bon pour nos agents généraux, pour nos réseaux de distribution, de donner plus d'autonomie au client pour qu'il puisse réaliser lui-même toute une série d'actes et qu'il puisse le faire où il le veut, quand il le veut, 24/7, etc. Dans ce premier bloc de fonctionnalités, donc dites self-care, vous avez la capacité de retrouver le détail présenté d'une manière très pédagogique de vos différents contrats d'assurance. Le libellé des garanties a été très simplifié. On a fait un vrai effort de pédagogie autour de ça. Vous pouvez retrouver également l'évolution de votre solde bancaire si vous êtes chez AXA Bank, suivre l'évolution de vos avoirs sur un contrat d'assurance vie. Vous pouvez télécharger vous-même tout un tas d'attestations, l'IFU, l'attestation scolaire au bon moment quand on est souvent en retard pour les dernières inscriptions à l'université ou les derniers papiers administratifs pour l'école. Vous avez la faculté de suivre chacune des étapes de votre sinistre et de déclarer sur cette application mobile votre sinistre. Vous pouvez également suivre vos remboursements santé, effectuer des simulations de certaines dépenses santé. Tiens, au regard de ma complémentaire, si demain je veux faire telle ou telle intervention médicale, chirurgicale, etc., à hauteur de combien je vais être remboursé, compte tenu de la prise en charge sécu, etc. Vous avez la faculté également de pouvoir modifier vos bénéficiaires de la complémentaire santé. Vous avez la capacité de payer vos cotisations, etc., etc. Donc, premier bloc de fonctionnalité. Le deuxième bloc de fonctionnalité, c'est la dimension relationnelle. C'est-à-dire que pour nous, il était très important, non pas de bâtir une application en silo par rapport à nos réseaux de conseillers, d'experts, mais au contraire de mettre ces experts dans cette application mobile et de permettre à nos clients de leur envoyer des messages, de faire du chat avec eux, de leur déposer une demande de rendez-vous, un relevé d'informations, ce type de choses, et également dans des situations d'urgence, en un clic, de pouvoir faire appel à l'assistance. Et puis le troisième bloc de fonctionnalité, l'idée c'est vraiment de tirer parti des fonctionnalités intrinsèques du smartphone pour proposer davantage de personnalisation. Donc ça marche notamment avec les notifications. Vous savez que souvent les délais de gestion d'un sinistre, MRH ou même auto parfois sont encore un peu longs. Il y a souvent pour nos assurés un effet tunnel qui est particulièrement désagréable à vivre. Et donc là, l'idée d'avoir un assureur qui proactivement vous explique que votre sinistre a bien été pris en charge, que l'expert est passé, que le remboursement a été effectué ou que la réparation est en cours, c'est quelque chose de rassurant, c'est quelque chose d'attentionné et d'important pour les gens. Et l'autre bloc de fonctionnalité qui est clé dans les smartphones, c'est les facultés de géolocalisation. Et là, il y a deux séries de choses qu'on a faites et qui apportent de la valeur ajoutée à nos assurés. C'est celle de pouvoir géolocaliser leurs partenaires santé. Par exemple, vous avez une complémentaire santé, vous avez grâce à ça accès à des prix préférentiels à un dentiste, un audioprothésiste, un médecin généraliste. Vous pouvez repérer sur l'application mobile quel est celui le plus proche de chez vous, le meilleur spécialiste à proximité et du coup avoir comme ça la faculté de vous repérer dans ces réseaux médicaux qui sont souvent un peu complexes à déchiffrer. Et puis, toujours dans ce domaine de la géolocalisation, le sujet des alertes climatiques, on sait malheureusement qu'elles ont plutôt tendance à augmenter en fréquence. Il est très important pour nous, grâce à cette application mobile, de pouvoir alerter un client dont on a repéré qu'il se situait dans telle ou telle zone, leur donner des éléments de conseil, de prévention et essayer de minimiser l'impact de ces dommages climatiques. Et le déploiement aujourd'hui, vous l'avez... Alors aujourd'hui, donc, on est très à la tâche sur ce déploiement. Pour l'instant, on n'a pas fait d'investissement média substantiel. C'est quelque chose qu'on envisage pour le début de l'année 2016 quand on aura adjoint aux fonctionnalités que j'ai évoquées toute la partie objets connectés et qui nous permettra de bien commander grâce à Mon AXA l'ensemble des objets connectés dans sa maison et de s'en servir comme une forme de télécommande, de hub de service. Donc quand ça, cette c'est encore en chose-là, travail. voilà, sera intégrée
on passera à une étape de communication grand public plus large. Pour l'instant, on a commencé du custom audience sur Facebook qui nous permet donc à nos clients de bénéficier de ces Facebook Ads et de leur attirer l'attention sur l'intérêt pour eux de télécharger cette application. Et puis surtout, on fait le jeu de notre réseau, on s'appuie sur eux pour opérer le déploiement auprès de nos clients et ce sont aujourd'hui devenus quasiment les meilleurs ambassadeurs de cette application. Et vous me disiez 170 000 personnes, c'est ça qui sont... Un petit peu moins, 140 000 pour l'instant, mais avec un rythme de croisière qui est rapide et on a un très bon programme d'animation sur le terrain pour les encourager à continuer à déployer cette application avec nous. D'accord. Alors Jean, on va passer à Fluo. Alors je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse ce que fait Fluo dans la salle, donc ce serait bien déjà de nous expliquer. Vous avez une application B2C, mais vous êtes quand même principalement en B2B. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept ? Bonjour, donc, effectivement je suis fondateur de Fluo, entrepreneur un peu multirécidiviste dans l'assurance. Parce qu'auparavant j'avais créé un comparateur que j'ai vendu il y a un petit peu moins de 2 ans à des Anglais qui s'appelait lesfurets.com. Et j'ai créé Fluo parce que la comparaison c'est bien, mais ce n'était pas suffisant. En effet, le principal problème que vous avez, qu'ont les consommateurs vis-à-vis de leurs assurances, c'est essentiellement de savoir si on est couvert, si on est suffisamment couvert, et ce qu'il nous manque pour avoir la meilleure couverture possible. Et donc Fluo est venu de ce constat des consommateurs, qui est de se dire, voilà, on a le droit de savoir si on est couvert et on a le droit de bénéficier de la meilleure couverture possible. Et donc nous avons développé ce moteur d'analyse des garanties que vous possédez déjà. Et à côté de ça, nous avons ajouté en fait des garanties complémentaires, ce qui permet en fait aux consommateurs de bénéficier de la meilleure couverture à des prix extrêmement compétitifs. Donc nous avons commencé à partir des garanties dans les moyens de paiement, les cartes bancaires, parce que naturellement, plusieurs fois par an, nous nous posons la question de savoir si nous sommes suffisamment couverts lorsque nous partons en vacances, lorsque nous louons une voiture, lorsque nous allons au ski, lorsque nous achetons un téléphone mobile. Très souvent, nous sommes sollicités aussi pour acheter une assurance, un téléviseur et tous les autres biens de consommation. Donc nous sommes partis de ce constat et nous offrons une solution sous forme de moteur qui existe sous forme d'application, qui s'appelle Fluo. Je vous recommande de télécharger. Aujourd'hui, nous avons une offre d'assurance voyage qui est complètement imbattable en termes de qualité et en termes de prix, car elle complète ce que vous avez déjà à partir de vos cartes bancaires, et on a analysé plus de 340 cartes bancaires. Et nous avons développé ce moteur que nous mettons à disposition des acteurs B2B. Donc nous avons commencé dans un secteur naturel qui est le voyage, et nous avons équipé une agence de voyage leader dans son domaine des agences haut de gamme, avec donc des voyageurs qui ont des cartes très très haut de gamme. Et on s'aperçoit qu'en fait, avec Fluo, qui est donc une couche de service de transparence supplémentaire avec ce qui existe déjà, ben nous permettons d'aligner les intérêts à la fois du voyageur, du consommateur, du voyagiste et de l'assureur. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, au bout de quelques mois d'expérimentation, nous sommes aperçus, et c'est le voyagiste qui est venu vers nous en disant, voilà, grâce à vous, nous avons multiplié par 2 notre chiffre d'affaires assurance. Mais multiplier par 2 le chiffre d'affaires assurance, c'est colossal. Et effectivement, et c'est notre ambition. Pourquoi ? Parce que l'assurance est un service exceptionnel qui est insuffisamment valorisé. Et en ajoutant de la transparence, nous sommes capables effectivement d'emmener l'assurance à un autre niveau de jeu, dans une nouvelle ligue, et d'amener les consommateurs à un niveau de satisfaction vis-à-vis de leur assurance bien plus élevé que ce n'est aujourd'hui. Là, vous apportez aux assureurs du trafic, du chiffre d'affaires et des nouveaux clients. Exactement. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on reste dans de l'assurance, donc c'est un service qui a ses limites, parce qu'on n'est pas non plus dans de l'incitation, on ne va pas rembourser des téléphones mobiles avec qui on a joué au frisbee, mais dès lors qu'on joue le jeu de la transparence, qu'on joue le jeu effectivement de l'explication vis-à-vis du client, le client adhère à un discours d'assurance. Effectivement, quand on part en voyage, il est important d'être bien assuré et d'être convenablement assuré. Alors justement, vous travaillez avec des assureurs et vous nous disiez tout à l'heure que vous avez fondé lesfurets.com, donc vous êtes habitué
travailler avec eux. Quand vous avez lancé lesfurets.com, quelle a été la réaction? Est-ce qu'elle a évolué? Comment les assureurs ont vu le comparateur? Alors les assureurs, en fait, on peut regarder sous différents marchés. Sur les marchés étrangers, les assureurs ont vu d'un œil très positif l'arrivée des comparateurs. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un canal extrêmement efficace de façon générale de distribution des offres. Sur le marché français, il y a des réticences. Il y a eu des réticences. Aujourd'hui, effectivement, les comparateurs doivent faire leurs preuves, doivent prendre leur bâton de pèlerin et convaincre. Force est de constater que, pour prendre le marché de l'automobile, les assureurs se plaignent en disant qu'effectivement c'est extrêmement compétitif, leur ratio sinistre sur prime est négatif, donc c'est une activité qui n'est pas rentable. Et force est de constater que quand on regarde les assureurs présents sur des comparateurs, ce sont ceux qui ont le ratio sinistre sur prime le plus compétitif et ils sont profitables. Donc effectivement, d'un côté, on va dire qu'il y a des assureurs profitables qui sont sur les comparateurs et de façon générale, les assureurs sur une activité comme l'assurance automobile qui ne sont pas profitables, effectivement, on ne les retrouve pas sur les comparateurs. Et sur les comparateurs, on retrouve des marques très connues du groupe AXA, comme Direct Assurance, qui est une véritable success story et qui rencontre un succès phénoménal aujourd'hui, non seulement online, mais aussi en dehors. Alors, on a évoqué la transformation dans le secteur des assurances et l'un des sujets dont on entend beaucoup parler dans ce cadre, c'est celui des objets connectés. Alors, on se demande si on va pouvoir les utiliser, comment, est-ce que ça va être des facteurs de croissance pour les assureurs, est-ce qu'ils vont permettre, par exemple, de déterminer le pricing et est-ce que, tout simplement, ça ne va pas rebuter le client? Alors, Hicham, qu'est-ce que vous en pensez et quelle est la stratégie de Malakoff Médéric en la matière? Qu'est-ce que vous avez lancé sur les objets connectés? Bonjour tout le monde. D'abord, je vais commencer juste par Malakoff Médéric, qui est un assureur plutôt B2B. On fait effectivement de l'assurance en B2C, mais beaucoup en B2B. Et on a un enjeu majeur avec les entreprises, qui est l'enjeu de la gestion du risque. Parce que le bénéfice vis-à-vis de l'entreprise pour cet enjeu-là, c'est maîtriser l'absentéisme, qui est un fléau au sein des entreprises et qui génère des coûts et moins de productivité. Ce qui fait, dans cette stratégie B2B2C, on a une gestion de risque auquel elle bénéficie aux entreprises, mais par rapport à l'individu, on a effectivement une maîtrise de sa santé et la prise en main de sa santé. Alors, c'est là où les objets connectés vont avoir un enjeu majeur, notamment dans la déclinaison de nos programmes de prévention, qui sont des solutions qui vont être mises en place pour les individus pour effectivement gérer, prévenir et de sortir de cette logique curative et passer à une logique prédictive. En tout cas, notre stratégie en tant qu'assureur, mais je pense qu'il y en a d'autres qui ont la même, c'est de sortir de ce rôle d'indemnisation et plutôt passer vraiment dans un rôle d'acteur dans le système de soins, à la fois avec la prévention, mais à la fois avec l'orientation dans le système de soins. Alors, à travers cette stratégie, effectivement, on a mené quelques expérimentations avec les objets connectés, notamment en 2011, on a lancé un programme qui s'appelle Vigisanté. C'était dans le cadre d'un appel à projet. Alors, l'objectif de ce programme, c'était de s'attaquer à l'hypertension. L'hypertension qui est effectivement une pathologie, la plus grosse pathologie qui effectivement pousse au risque cardiovasculaire. Et sur cette pathologie, on a choisi le Nord-Pas-de-Calais, où 50% des décès sont dus à des pathologies cardiovasculaires. Et là, on a travaillé avec des entreprises et on a pris un panel de 1000 salariés qui ont voulu jouer le jeu. Ces 1000 salariés ont été dépistés. Il y en a 700 qui ont été dépistés en hypertension. Et là, on a équipé ces salariés avec des objets connectés qui étaient des balances connectées, des piluliers, pour pouvoir effectivement faire un suivi de leur état. Tout ça, effectivement, branché avec une plateforme de télémédecine à distance pour pouvoir faire le suivi. Et aussi, les médecins traitants de ces patients ont joué le jeu. Et c'était intéressant parce que cette expérimentation a duré pendant 2 ans. Et on a constaté qu'effectivement, en étant dans un système de prévention, on a pu effectivement accompagner des gens pour qu'ils ne basculent pas vers des états plus critiques. Alors, suite à cette expérimentation, on est passé à un autre stade depuis maintenant depuis 1 mois. On a lancé effectivement notre programme Entreprise Territoire de Santé, qui est à la fois des services mis à disposition des entreprises pour pouvoir piloter leur absentéisme, à la fois leur absentéisme et aussi l'explosion
de la sinistralité au niveau des contrats de prévoyance, mais aussi vis-à-vis des salariés, une plateforme effectivement de coaching et de suivi de santé qui est capable effectivement d'absorber la data des objets connectés pour pouvoir effectivement les accompagner lors de ces programmes de prévention. Et alors ça reste toujours dans un objectif de prévention. Est-ce que vous pourriez envisager de le mettre dans un objectif de pricing si vous courez tant de temps par jour, alors on va vous réduire le prix de votre assurance ou, Alors ma réponse, on n'en a pas besoin. Parce que si on fait de la prévention, normalement on diminue la sinistralité et tout le monde est gagnant. Pourquoi on ira jusqu'au pricing? D'ailleurs, je pense qu'en termes de la data, ça veut dire qu'on rentre dans une analyse personnelle. Et nous, effectivement, aujourd'hui, on n'est pas dans cette dynamique, on est plutôt dans des statistiques au global. Et notre stratégie, elle est gagnant-gagnant. Pour l'entreprise, c'est une diminution effectivement de l'absentéisme et qui est effectivement on est capable aujourd'hui de prouver les vrais coûts ou les vrais gains par rapport à cette stratégie. Et pour l'individu, on est dans une stratégie de prévention de son capital santé. Ce qui fait, je pense qu'avec la prévention, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à effectivement le pricing, en tout cas à date. Alors, on parle des objets connectés et forcément, on évoque les données. La data est au cœur de la réflexion, on en a déjà un petit peu parlé sur la transformation numérique. Les données peuvent permettre de gagner en efficacité, de mieux connaître et de mieux cibler ses clients. Et ça, c'est un vrai enjeu. Alors, Hicham, vous avez un peu parlé du sujet de l'absentéisme. Et vous m'aviez dit en préparant cette table ronde que vous aviez mis en place un algorithme pour justement évaluer le taux d'absentéisme chez chaque entreprise et leur donner des informations pour l'améliorer. Vous pouvez nous en dire plus, nous expliquer comment ça marche ? Alors aujourd'hui, c'est simple. À partir du moment où vous gérez des contrats de prévoyance, vous êtes en capacité effectivement d'avoir des données sur l'absentéisme des entreprises. Vous corrélez ça à des données du marché, notamment sectorielles, et ça vous permet effectivement de montrer aux entreprises leur taux d'absentéisme, faire la comparaison par rapport au benchmark sectoriel, et aussi identifier quelles sont les causes de cet absentéisme et derrière proposer des leviers et des services pour agir sur cet absentéisme. Maintenant, je ne parle que de la prévention. On peut imaginer demain aller plus loin et corréler les contrats de prévention avec les contrats de santé. Et là, vous allez affiner beaucoup plus le sujet parce qu'à ce moment-là, quand vous allez voir par rapport à la santé quels sont effectivement les traitements qui sont là, bien sûr, toujours, on n'est pas dans de la donnée personnelle, mais on travaille au global. Si vous corrélez effectivement les causes de cet absentéisme, les maladies, les pathologies, vous allez effectivement proposer des services plus affinés, vous allez être beaucoup plus efficace, effectivement, si vous allez sur une stratégie où vous travaillez effectivement sur les deux offres qui sont la santé et la prévoyance. Ce qui ne se passe pas toujours parce qu'aujourd'hui, on travaille soit sur la prévoyance, soit sur la santé. Mais la corrélation des deux va pouvoir effectivement nous permettre d'affiner les services et les actions qu'on peut mettre en place avec les entreprises. Et qu'est-ce que vous faites dans le big data en ce qui concerne tout ce qui est gestion du risque, anticipation de la fraude ? Alors aujourd'hui, sur l'anticipation de la fraude, on a quelques POC qui sont là, mais les POC qui sont les plus avancés sont plutôt toujours dans la gestion du risque, mais au niveau sectoriel. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est aussi intéressant, c'est de travailler sur les conventions collectives et travailler sur certains secteurs. Parce qu'on peut isoler certains secteurs où la sinistralité est forte, corréler ces secteurs avec effectivement les métiers qui sont dedans. Et à partir de là, on va pouvoir agir sur ces secteurs. Moi, je prends toujours l'exemple d'un POC qui a été fait par des confrères et Sopra a contribué à le faire. C'était sur la carie du boulanger. Je ne sais pas si vous connaissez la carie du boulanger, mais il y a un problème chez les boulangers, c'est qu'ils sont exposés à des produits chimiques dans leurs ateliers et derrière cette exposition, ils ont des vrais problèmes dentaires. C'est à partir de 40 ans, ils n'ont plus de dents. Mais trop de viennoiserie. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'ils se sont dit, tenez, on va monter un POC et voir comment on peut agir sur cette problématique, parce que c'est un coût pour l'assureur, mais c'est pas agréable non plus pour le boulanger. Et le POC, c'était effectivement de mettre des objets connectés qui vont détecter le taux d'exposition des boulangers effectivement à ces produits chimiques. Et derrière, le boulanger est équipé d'une application smartphone qui effectivement lui montre le taux d'exposition et qui lui dicte un programme de prévention.
C'est-à-dire, c'est un programme effectivement de brossage de dents avec certains produits et avec une brosse à dents connectée. Et notamment, c'est Colibri qui travaillait sur le sujet. Et ça, c'était intéressant parce que ça lui permet, en fonction de son exposition, d'adapter son programme et de voir effectivement s'il sort de cette exposition de ce risque grâce à ce programme-là. Et je trouvais ce POC assez intéressant. Bon, c'est encore compliqué parce qu'il faut avoir un smartphone. Ils ont même fait le test sur des montres connectées. Mais en tout cas, on voit effectivement que les objets connectés peuvent apporter des vraies réponses à des problématiques de ce type. Alors Amélie, chez AXA, vous avez plusieurs projets concernant le Big Data. Est-ce que vous pouvez nous les détailler? Je crois que vous avez 2 projets principaux. Je pense que c'est vraiment très important de se parler de la data, au moins pour 2 raisons. La première, on l'a senti dans la première table ronde, ce qu'il y a de super difficile dans cette transformation numérique pour des acteurs comme nous, très installés, leaders aujourd'hui, c'est qu'il faut à la fois continuer à faire réussir ce business model gagnant aujourd'hui, demain matin, tout en trouvant la vision nécessaire, l'engagement, le temps suffisant, l'élan pour préparer le leadership de demain. Donc il y a une espèce de double track qui est compliqué à suivre et qui, on le voyait un petit peu dans la petite passe d'armes de tout à l'heure, entre les dinosaures ou les nouveaux, etc., où l'équation est souvent mixte, c'est qu'on peut parfois avoir même ces débats en interne, sur le rythme de la transformation, etc. Et ce que je trouve super intéressant avec la data, c'est qu'elle aligne tout le monde. Parce qu'un bon maniement de la data fait réussir le business d'aujourd'hui comme le business de demain. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a une autre idée qui est importante, c'est qu'il ne faut surtout pas penser que, par exemple, nous autres assureurs, la data a toujours été au cœur de notre business, nous sommes très quantitatifs, etc. Parce que, comme ça a été parfaitement exprimé par Sandra, la manière d'utiliser la data est en train de changer tellement profondément que parfois même les actuaires, on va dire, les plus établis, les plus chevronnés, ne sont pas forcément les plus agiles et les meilleurs et les plus prônes à prendre ce changement-là. Donc, c'est super intéressant de se dire que cette data, qui est un peu notre or noir, là aussi, elle illustre le besoin de modernisation de toutes nos équipes. Alors, nous, j'ai envie de dire, avant de travailler sur le big data, on sait qu'on a encore beaucoup de marge de progrès et on s'y attelle sur ce que j'appelle moi la petite et la moyenne donnée. La petite et la moyenne donnée, c'est des choses aussi bêtes que la collecte d'un email ou d'un portable. Et on sait que dans nos entreprises, là où typiquement les clients d'un Google, d'un Amazon, c'est juste 100% de détention de l'email, on a encore, nous, des trous dans nos bases clients. Et ça, j'évoquais tout à l'heure les mécaniques d'alerte climatique, de push notification. Tout ça, vous pouvez le faire aussi si vous avez le contact du client. Envoyer un SMS pour prévenir attention, danger sur la route, etc. Il faut avoir la façon, la capacité de contacter par les voies numériques modernes nos clients. Donc, ce n'est pas parce qu'on se parle de big data qu'il n'y a pas tout un travail à faire sur la plus petite data. Sur la partie grosse data, en effet, on a 2 séries d'initiatives en cours. On a un premier projet qu'on appelle la Vision 360 et qui vise non pas tellement, en tout cas pour l'instant, à aller enrichir nos bases clients par des données externes glanées sur le web, sur les réseaux sociaux, etc., mais simplement à reconcentrer dans des entrepôts modernes de données tout ce qu'on a aujourd'hui de dispersé dans nos systèmes. Donc, typiquement, ce projet, il nous conduit aujourd'hui à travailler, trier, raffiner, nettoyer l'équivalent de 10 téraoctets de données. C'est juste considérable, issus de 20 systèmes applicatifs et de 500 tables de données. Ça, c'est la quantité de data présente chez des assureurs comme nous. Donc, on l'ordonne, on la travaille, on la raffine, on lui donne du sens. Ça, c'est le premier volet. Et derrière, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement de reconstituer du coup un jardin à la française avec une data bien organisée, c'est d'aller au cran du use case et de regarder comment ça nous permet de mieux anticiper, par exemple, le départ à la retraite, de mieux comprendre les facteurs prédictifs d'une résiliation. À l'inverse, peut-être de mieux regarder, dans une logique next best product to push, quelles sont les bonnes combinaisons de multi-équipements sur nos différents segments de clientèle. Vous avez comme ça des univers devant vous qui s'ouvrent
de reprise en main de votre business pour le rendre plus performant, plus intelligent. Ça, c'est une première série d'applications. Et puis, la deuxième grande série d'applications, c'est tout ce qui est achat média programmatique. Là, on sait, et pas seulement les assureurs ni les banquiers, mais toutes les professions sont aujourd'hui concernées par cette révolution technologique qui affecte l'achat média, avec des capacités inédites de targeting, de personnalisation, et qui nous permettent du coup d'avoir une dépense média, des investissements beaucoup plus efficients. Donc là, ça repose sur ce qu'on appelle une DMP, une Data Management Platform, et sur une mécanique qui consiste d'une part à ce qu'on appelle, pardon pour les termes un peu techniques, mais à cookifier nos clients, c'est-à-dire quand ils sont présents sur notre site ou sur des sites sur lesquels on pousse des bannières publicitaires, on leur attribue un petit identifiant numérique qui nous permet d'avoir, en plus de leur nom, prénom, de leur adresse postale, de leur numéro de téléphone, d'avoir sur eux un identifiant numérique qui nous permet du coup de derrière de leur proposer une expérience beaucoup plus pertinente et beaucoup plus personnalisée quand ensuite ils viennent sur leur site ou sur l'espace client de leur assureur. Et puis, il y a l'équivalent à travers la mécanique qu'on appelle des lookalikes qui nous permet d'enrichir notre DMP de toute une série de cookies externes qu'on a à travers des partenariats avec différents acteurs de ce domaine et qui permet du coup de regarder finalement des ressemblances de profils entre ce qui nous paraît des bons clients, des clients à forte valeur, et puis des prospects qui répondent aux mêmes caractéristiques. Et tout ça, c'est vraiment des champs qui sont extrêmement positifs pour des entreprises comme nous, mais j'ai envie de dire qu'ils sont aussi positifs pour les clients, pour les prospects, puisqu'il n'y a plus cette logique de carpet bombing où on envoie tout, des séries de publicités, de bannières à des gens qui peuvent ne pas être du tout appétents à ce genre de choses. Donc c'est une logique de plus forte personnalisation et de plus forte pertinence dans la publicité. Bien, et ben on va finir sur ces mots et sur ce thème de la personnalisation, puisqu'on est un peu pris par le temps. Donc ça va être le mot de la fin. Merci à tous les intervenants et au public.